va. Écoutez, bonjour à tous. Je suis ravi de vous recevoir sur notre stand Geekwants pour vous présenter les fruits de plusieurs mois de travail avec nos partenaires ici présents. Donc, je suis Nicolas Clédarsus, je suis responsable de la cellule innovation digitale à l'ASCRE et je suis accompagné notamment de Lucas Yavière, conseiller pour les affaires européennes à la Fédération des industries du ferroviaire. Je suis accompagné aussi de Benoît Besson, qui est chef de projet au Rail Open Lab et de l'utilisation de l'IoT chez SNCF Réseau, et Cédric Médon, qui est responsable commercial pour la signalisation chez Resto Cogipère. Donc voilà, sans plus tarder, on va passer directement à notre présentation. Donc, rapidement, le projet aujourd'hui, c'est le TCO digital, donc un tableau contrôleur optique digital qui a été développé dans le cadre du Rail Open Lab. Et je vais essayer de parler peut-être. Luc en premier. Oui, bonjour à tous. Donc moi je suis à la Fédération des industries ferroviaires. Je revendique une certaine paternité sur la Rail Open Lab, puisque j'y ai cru très tôt, et que ce procédure, ce process répond à un certain nombre d'ambitions ou de besoins. C'est un processus partenarial entre SNCF Réseau et les industriels. Donc, plusieurs challenges qui sont transparents. D'abord, accélérer, booster le développement des sociétés membres de la FIF, pour nous, bien sûr. Alors, fédérer, et ça c'est le point peut-être le plus important, fédérer les acteurs de tout le secteur ferroviaire, simplifier le développement par les industriels de solutions, accélérer la mise sur le marché de nouveaux produits et mettre en œuvre et implanter de nouveaux standards spécifiques qui, avec le digital, n'existaient pas tellement avant. Donc nous avons un ensemble d'actions qui répondent à un certain nombre de challenges et je crois qu'on peut dire d'ores et déjà que depuis bientôt, ça fait 4 ans qu'on a commencé, ces challenges ont été largement atteints. Vous le savez, le milieu du travail n'est pas évident. On est souvent dans un monde de compétition avec des jeux d'argent, du pouvoir, des rapports de force. Et nous, c'est ce qu'on ne veut pas dans Rail Open Lab. On ne veut pas dans ce monde, on ne veut pas travailler comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est collaborer. Collaborer, ça veut dire quoi? Ça veut dire se faire confiance, ça veut dire échanger librement, et ça veut dire partager. Et c'est vraiment ce qu'on veut faire, c'est converger les uns vers les autres et pas les uns contre les autres. Et c'est pour ça qu'on a créé le Rail Open Lab avec toute la filière ferroviaire française. Il y a aujourd'hui 31 entreprises qui collaborent dans le Rail Open Lab. Il y a 2 donneurs d'ordre qui s'appellent SNCF Réseau, qui est un des fondateurs, et maintenant RATP Infra, qui nous a rejoint il y a un peu plus d'1 an maintenant, 1 an et demi. Et puis on a 2 syndicats professionnels, celui que je représente, avec grand plaisir, la Fédération des industries ferroviaires, et le deuxième c'est le CERFS, c'est le syndicat des entreprises de travaux électriques, qui inclut notamment les poseurs de voies et surtout les poseurs de caténaires et les réalisateurs de travaux. Voilà. Donc, coopérer pour être meilleur. La tradition ferroviaire, c'est des donneurs d'ordre quelque peu omniscients parfois qui disent du haut de leur cheval à ces manants d'industriels, allez faire ce que je vous dis. Ça donne des résultats et ça a marché longtemps. Nous sommes maintenant persuadés de part et d'autre qu'une coopération plus partenariale donnerait des meilleurs résultats. Donc c'est ça qu'on a fait évoluer, c'est ce qui moi me semble la plus grosse valeur ajoutée du processus Rail Open Lab, c'est de dire on a un problème, vous avez un problème côté réseau, côté infra et RATP, nous avons des amorces, des idées de solutions, mettons-nous autour d'une table, et au lieu de recevoir un cahier des charges de quelques centaines de pages, voire davantage, on va élaborer ensemble ce qu'on va essayer de faire, ce qu'on va essayer de réussir. Voilà le mode opératoire nouveau, et SNCF Réseau en particulier, va donner accès aux industriels à l'infrastructure, la vraie, on ne joue pas à la dinette, on joue en vrai, on met des capteurs en vrai sur des produits qui ont cette allure là, et encore c'est que du 50 km, c'est pas du 60, c'est encore plus gros. Et on peut confronter ce que les industriels se proposent de faire à la dure réalité de l'infrastructure.
Alors cette belle aventure, elle a 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on grandit, ça fait 4 ans qu'on apprend. Tous les jours, il y a des nouvelles découvertes. On apprend à travailler ensemble, on apprend des choses sur le ferroviaire, on apprend des choses sur le digital, le numérique. On a réalisé 30 cas d'usage, donc on va définir ce que c'est juste après un cas d'usage. On en a fait 30 cas d'usage de 4 mois en conditions réelles d'exploitation, comme Luc vient de dire. C'est pas une mince affaire, c'est un vrai sprint, et je pense que Usain Bolt aurait du mal à nous suivre. C'est vraiment compliqué. Et parmi ces 30, il y en a 10 qui sont en déploiement aujourd'hui en France et à l'étranger. Et le plus beau symbole, c'est d'être ici sur le stand des cons avec Sclé dans le premier salon mondial du ferroviaire. Il y a aussi d'autres partenaires du Maillot Panel qui exposent des choses. On les a Hitachi, Vaperail, il y a Sclé. Donc il y a plein de produits qui sont là. C'est la réussite finalement collective de tous et c'est ça qu'on voulait mettre en valeur aujourd'hui. Alors, on parle de cas d'usage, on parle de sprint. Qu'est-ce que c'est qu'un sprint? Avant tout, et c'est ça qu'il faut retenir, un sprint c'est un besoin qui est issu du terrain. On n'est pas là dans l'esprit d'un ingénieur ou d'un agent sur le terrain un peu fou décorrélé de la réalité, on est sur un besoin, on est sur un irritant qui a une réelle plus-value si on arrive à le craquer, si on arrive à passer au-dessus. On est là pour faire de la performance, il ne faut pas l'oublier. Donc ça vient du terrain. Le deuxième sujet, c'est que ces 4 mois, c'est ce que je disais. Pourquoi 4 et pas 6 et pas 8 et pas 12? Parce qu'on veut aller vite. On veut aller vite pour se tromper vite, pour apprendre vite, pour rebondir vite, et ainsi de suite, et s'améliorer le plus rapidement possible. Et 4 mois, c'est faisable, 3 mois, c'est infaisable, 6 mois, c'est trop long. Donc là, on est sur des bases itératives de 4 mois, et on va vraiment sur le terrain. C'est-à-dire que si vous regardez sur les différentes vidéos qui sont autour de ce démonstrateur, vous verrez Nicolas en orange, vous verrez les agents qui travaillent la nuit, c'est ça la plus belle. 4 mois en conditions réelles avec les agents. Et enfin, on n'est pas là pour travailler pour rien, on n'est pas là pour faire amuser la galerie, on est là pour qu'il y ait du résultat, on est 100% orienté business, on est 100% orienté utilisateur, et à la fin il y a un résultat qui est concret. Concret, ça ne veut pas dire positif, il peut être négatif, il peut être positif, on ne le sait pas, on le découvrira, mais au moins il y a un résultat. Et du début jusqu'à la fin, on est toujours main dans la main avec le métier, c'est ça qui est important d'avoir en compte. Donc le Rail Open Lab, c'est des industriels qui travaillent ensemble sur des thématiques qui sont importantes, avec le terrain à côté de soi. Et on est là pour vous le montrer. Donc on a la suite de la présentation, je vais passer la parole à Nicolas et à Cédric. Et donc on va faire un focus sur le TCO digital. Merci Benoît. Comme l'a dit Benoît, la problématique elle vient directement du terrain. Donc aujourd'hui on a travaillé sur un sujet qui était visé à sécuriser, ou à offrir une aide aux agents de terrain qui vont manœuvrer à pied d'œuvre des différentes installations dans le cadre des suites rapides. Donc suite rapide, rapidement ça va vous aider au mot, c'est un train usine qui va travailler de nuit et qui va renouveler les voies balastres en très peu de temps. C'est un train qui fait plusieurs centaines de mètres et qui nécessite une certaine logistique pour pouvoir le déployer. Et cette logistique, elle se situe sur les bases arrières. Les bases arrières, vous imaginez que ce sont des anciennes gares de triage, il n'y a pas de signalisation ferroviaire, donc il n'y a pas d'outil qui va permettre aux agents qui créent les manœuvres d'avoir un retour permettant de sécuriser leur action. Et donc nous, ce qu'on a proposé aujourd'hui, c'est une solution pour éviter ce genre d'incident qu'on peut rencontrer lors de manœuvres des suites arrière, donc un bivouac ou une prise en écharpe. Ces incidents qui vont retarder le déploiement et qui peuvent aussi engendrer de graves conséquences pour les agents de terrain. Le contexte d'une base arrière, c'est celui-ci. De normes faisceaux d'aiguillage. On a besoin d'avoir une information sur l'occupation des voies, des appareils de voie, donc on a besoin aussi d'avoir l'information sur leur position, donc quel itinéraire est tracé à partir de la position des aiguilles, et différents aussi organes comme les taquets dérailleurs, qu'il est nécessaire de monitorer pour pouvoir garantir que lorsqu'un train va s'engager sur une portion de voie, il ne risque pas d'être déraillé ou de bloqué. Donc, Sclé et Bosco, je reviendrai un peu sur notre partenariat, on a réfléchi à une solution de bout en bout pour pouvoir offrir aux agents de terrain tous les outils qui vont leur permettre de sécuriser leurs actions, leurs manœuvres. Donc ici, une partie, on va retrouver facilement une installation, une infrastructure IoT assez classique, où on va avoir des capteurs terrain qui vont venir récupérer des informations. On va pouvoir transmettre ces informations sur une plateforme IoT pour faire de l'analyse de données. Et puis derrière, on va restituer ces informations au travers de différents outils que je vais vous présenter par la suite pour que chaque utilisateur ait l'outil adapté à leurs besoins. Si je fais un focus rapidement sur les capteurs, si j'arrive à cliquer sur la suite.
Voilà. Au tout début du projet, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'il fallait qu'on crée nos propres capteurs avec toute la problématique que ça peut rencontrer, ou si on pouvait peut-être s'assurer aussi avec des partenaires dans l'expertise et de proposer des produits de sécurité qui nous permettraient de déjà résoudre en partie la problématique. C'est ce qu'on a voulu faire avec Bosco, en rendant connectés des produits historiques bien connus et sécuritaires. Et c'est donc ce parti pris qu'on a décidé d'aller, que je vais vous présenter par la suite. Un petit focus peut-être sur la technologie des capteurs Bosco. Donc je vais passer la main à Cédric. Merci Nicolas, bonjour à tous, Cédric Médon, je suis représentant de Bosco Cogiter, un leader dans l'infrastructure ferroviaire, qui au sein de ces différentes activités propose des produits de signalisation. Et au sein de notre gamme de produits de signalisation, donc typiquement des moteurs, des verrous d'aiguillage et des détecteurs, on a pu identifier avec l'aide de SCLE des produits qui pouvaient répondre, moyennant modification, amélioration, aux besoins émis par la SNCF à travers le réseau canal. Donc les deux produits qu'on va combiner pour déterminer les voies occupées et au final tracer les itinéraires, c'est d'abord un compteur d'essieux mécanique et un contrôleur pôle V qui lui va vérifier la position de chaque aiguillage sur une base arrière, sur une gare de triage. Voilà. En combinant ces informations, on arrivera à donner la confirmation d'itinéraire aux opérateurs. Ces deux produits, c'est des produits historiques. Ils ont été conçus par un fameux ingénieur, M. Colbet, dans les années 40. L'intérêt qu'on y voit ici, c'est qu'ils sont extrêmement robustes. Ils sont déjà homologués depuis longtemps à la SNCF. Ils ont fait leur preuve non seulement en France, mais dans tous les continents du monde, dans tous les environnements climatiques. Ils ont une fiabilité extrêmement haute, une maintenance assez réduite. Et donc ce qu'on a fait maintenant pour les rendre mobiles, par exemple, adaptés aux besoins des bases arrière, c'est qu'on a retravaillé les interfaces mécaniques. Donc par exemple la fixation au rail. En ce qui concerne le contrôleur d'aiguille, il ne nécessite plus aucun perçage dans le rail pour être fixé sur l'appareil de voie au niveau de la pointe d'aiguille. C'est un concept qui existait déjà. Ce qui est nouveau, par contre, et qu'on a conçu grâce au Rail Open Lab, c'est ici le système de fixation d'aiguille par pince. Donc c'est une pince, une pièce qui semble toute bête, hein. On a même fait des calculs de déformés élastiques, etc., qui va venir serrer l'aiguille par pression élastique, en fait, par déformation élastique. Voilà. Et ça permet d'avoir un produit qui va être installable en 15 minutes avec un petit réglage de la cave au niveau du détecteur pour s'adapter à chaque course d'aiguille. Avec ça, on a un produit qui est compatible avec quasiment tous les appareils de voie, quel que soit leur profil d'aiguille, leur profil de rail, inclinaison de rail, ouverture d'aiguille, etc. Donc il est extrêmement versatile. Voilà. Le deuxième produit, également conçu par Paul V, également dans les années, je crois que c'était plus 1950 celui-ci, c'est ce qu'on appelle dans le jargon la pédale. La pédale, historiquement, elle est utilisée uniquement en détection de présence d'un véhicule sur la voie, un train, un rail, etc. Ici, il fallait compter les essieux. L'astuce qu'on a trouvée, on a déjà eu des concepts il y a 20 ans, mais jamais d'applicatif, c'est d'enlever une petite pièce à l'intérieur pour que le bras ici puisse remonter suffisamment vite et voir le passage de chaque essieu jusqu'à des vitesses, aujourd'hui validées jusqu'à 30 km/h, je pense qu'on peut monter encore un petit peu, on disait les 40 au moins. Voilà, donc c'est plus une pédale, c'est un compteur d'essieux, c'est un nouveau produit dans la gamme. Et encore une fois, une belle histoire qu'on donne à ces deux produits historiques dans l'ère digitale. Finalement, on leur donne un second souffle, une deuxième vie. Merci Cédric. Un petit focus maintenant sur la partie interface de communication qu'on a développée pour rendre connecter effectivement les produits Bosco. Ce que je voulais dire, en fait, c'est revenir sur ce qu'a dit Benoît, c'est le cadre du Rail Open Lab qui nous est donné. On a la possibilité d'innover et de se tromper rapidement.
pour à chaque fois essayer d'améliorer notre développement. C'est ce qu'on a fait en fait tout au long des expérimentations qu'on a menées. On a proposé différentes intégrations de notre dispositif. Sur la première image de gauche, vous pouvez voir un dispositif avec une valise qui intègre toute l'électronique, un panneau solaire pour fournir l'alimentation. Et d'itération en itération, on est venu jusqu'à intégrer directement notre boîtier électronique sur le contrôleur Paul B. Donc toute l'électronique et tout, en termes de toute expérience qu'on a pu avoir grâce à cette expérimentation, on a pu l'optimiser et fournir un boîtier qui alimente directement le dispositif. De la même manière, sur la partie contrôleur d'aiguille, on a réalisé le même travail d'itération. Nous, on est parti d'une valise qui est intégrée électronique à se raccrocher au plus proche du dispositif. Et aujourd'hui, on intègre directement sur le contrôleur d'aiguille l'énergie et la connectivité qu'il faut pour pouvoir rendre connecté ce produit. Là aussi, on a travaillé aussi sur la communication radio. À chaque itération, on s'est rendu compte de certaines problématiques qu'on pouvait rencontrer sur des milieux ferroviaires. Et donc, on a à chaque fois amélioré notre communication radio. Je passe rapidement sur les chiffres, mais sur l'expérimentation, on a pu vérifier plusieurs milliers d'itinéraires et à chaque fois on a pu capitaliser sur le retour d'expérience que nous fournissait les agents. Il y a certaines situations où certains appareils de base sont déjà équipés de contrôleurs Paul B. Il a fallu trouver une solution pour ne pas s'interfacer directement avec la signalisation existante, mais pouvoir éventuellement instrumenter d'autres dispositifs pour pouvoir récupérer l'information sur la position des aiguilles. Et c'est ce qu'on a fait avec ce boîtier, donc vous pouvez le voir ici. C'est un boîtier qu'on peut fixer à différents endroits, notamment sur les leviers de manœuvre. On va pouvoir récupérer la position du levier de manœuvre et ainsi déterminer la direction donnée par une aiguille. Mais ce dispositif, on peut le fixer aussi sur des leviers de manœuvre qui sont en poste et éventuellement sur la partie mobile des moteurs d'aiguillage. Donc le même outil peut être utilisé à différents endroits et c'est ce qui fait on va dire, la richesse et la souplesse de cette interface électronique. Pareil, le dispositif, on l'a testé sur les taquets d'arrêt, donc on a la capacité d'avoir la position instantanée du taquet. Le point commun vraiment à toute cette interface électronique, c'est notre carte, notre brique IoT qu'on a développée et qu'on a fait évoluer tout au long de l'expérimentation. La même carte électronique, elle est utilisée pour connecter les détecteurs de circulation, les contrôleurs d'aiguille, le détecteur de position électronique, et cette carte-là aussi a été utilisée pour nos systèmes d'afficheurs. Je vais revenir juste un petit peu après sur la partie affichage, mais l'idée c'est vraiment de capitaliser et d'avoir un outil le plus souple possible pour connecter n'importe quel dispositif. Rapidement, ces dispositifs communiquent, remontent des informations. Aujourd'hui, on les stocke sur notre base de notre plateforme. Dans le cadre d'expérimentation, c'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, on est ouvert à transmettre des informations à n'importe quelle plateforme en fonction du besoin. Ce qui est intéressant, c'est que pour déterminer un plan de voie, la position d'un point, les itinéraires tracés ou l'occupation des zones, on est obligé d'analyser toutes les informations remontées par nos capteurs. C'est ce qui exécute notre logique métier et on détermine ensuite un plan de voie digital. Avec les interfaces électroniques, on a besoin aussi d'avoir des informations sur la durée de vie des batteries, parce qu'aujourd'hui on utilise des batteries pour pouvoir fournir l'alimentation des dispositifs, et on a la possibilité d'avoir des dashboards qui vont permettre de déclencher de la maintenance spécifique à chaque dispositif, donc l'état de santé de nos dispositifs. Avec les données qui sont remontées par ces différents capteurs, on a pu aussi analyser d'autres choses. On a pu mettre aussi en avant le taux de charge en fait, de certaines voies. Dans une gare de triage, notamment, on a pu voir que certains itinéraires étaient plus sollicités que d'autres. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on peut éventuellement déclencher des opérations de maintenance spécifiques à certaines portions de voie. Et ça, c'est, on va dire, des informations qui étaient dérivées du cas initial, ce cas d'usage qui était de sécuriser les manœuvres des agents. Les outils qui étaient donc utiles pour les agents, c'était d'avoir en fait un TCO digital, donc le tableau de contrôle optique, donc de fournir aux agents de terrain une représentation du plan de voie qui va leur permettre de vérifier que les manœuvres qu'ils réalisent donnent les bons itinéraires. Et donc toute la partie l'intelligence de proposer un outil spécifique, c'est de l'adapter en fonction de leurs contraintes. Ici, vous voyez un plan de voie tel qu'il est fourni aux agents, sur lequel ils peuvent se repérer, et donc ce plan de voie n'est pas forcément parlant à tous les agents, et notamment aux agents de manœuvre, ils ont besoin d'avoir notamment l'itinéraire tracé rapidement accessible d'un coup d'œil. Donc c'est ce qu'on propose ici, c'est une interprétation du plan de voie sous forme digitale sur laquelle on va pouvoir visualiser différentes informations, l'itinéraire tracé en surbrillance et l'état d'occupation des zones vertes ou rouges, suivant le nombre d'essieux comptés par des vecteurs.
On a développé aussi un TIP connecté, un tableau indicateur provenance, qui permet à un agent qui est sur le terrain, ou même à un mécanicien qui est sur son train, de voir quel itinéraire est tracé lorsqu'il va arriver en tête de faisceau. Donc c'est un outil, c'est un dispositif en fait, qui est alimenté par un panneau solaire et dont l'énergie est stockée par une batterie. Donc c'est une première version qu'on a déployée, on essaie aujourd'hui de la faire évoluer pour essayer d'optimiser les problématiques qu'on pourrait avoir avec ce dispositif. C'est quelque chose de mobile qu'on peut déplacer n'importe où sur la base arrière et qui va permettre aux opérateurs d'un coup d'œil d'avoir l'itinéraire tracé en fonction des manœuvres qu'ils réalisent. Dernière innovation aussi sur la partie visualisation des données, c'est cette bande connectée qui va permettre en fait aux agents qui manœuvrent à pied d'œuvre des aiguilles de vérifier l'itinéraire qui a été tracé en changeant donc l'état des aiguilles. Il faut imaginer que les bases arrières, ce sont des zones assez vastes, plusieurs kilomètres de long, et lorsqu'on a un opérateur terrain qui va venir manœuvrer une aiguille, il ne sait pas forcément directement quel est l'itinéraire qu'il a tracé. Grâce à la montre connectée, il va avoir d'un coup d'œil l'itinéraire tracé en fonction des actions qu'il va réaliser sur les leviers. Quelques chiffres qui permettent d'illustrer les résultats de l'expérimentation. Dès la mise en service de notre solution, notamment à Coutra, on a pu éviter un événement de sécurité dès le premier soir. Et ça, c'est une satisfaction de voir que des outils qui sont développés rapidement, qui innovent, qui cassent un peu les codes, peuvent aider les agents rapidement. Donc ça, c'est vraiment une satisfaction. Le sprint, 4 mois, c'est les conditions de participation au Royal Open Lab et c'est ce qui nous permet à nous d'innover et d'aller rapidement à l'essentiel. Le nombre d'essieux comptés, 60 000 essieux comptés par nos dispositifs, 3 000 itinéraires tracés et vérifiés par nos dispositifs avec une fiabilité de 99,99%. C'est quelque chose qui est satisfaisant pour un contexte expérimental dans lequel en fait on essaie d'innover et on a le choix de tester des choses nouvelles. Voilà. Je ne vais pas alourdir la présentation, je pense avoir tout dit. Un grand merci à vous d'avoir assisté à cette présentation. Je ne sais pas si les collègues veulent peut-être ajouter un mot pour clôturer. Néanmoins, je peux vous inviter à vous rapprocher. On va vous faire une démonstration en live des dispositifs. N'hésitez pas à vous rapprocher, ce sera plus facile à vous présenter les choses. Je veux conclure cette présentation en disant toute ma gratitude et félicitations à ceux qui ont réussi, c'est-à-dire Bosco-Osclé. C'est-à-dire que je disais, on est sur des appareils physiquement des choses éprouvées, mais on peut leur donner un deuxième souffle. Et je pense que dans le cas de réseau et de ces difficultés financières que tout le monde connaît, c'est une bonne solution, c'est une bonne façon de faire vivre encore des choses qui ont encore devant eux. Et là, ce que je veux surtout dire, si cette expérimentation a été réussie, c'est que c'est une aventure humaine qui a été formidable. Car côté SNCF, il y avait les gens du digital, avec le Benoît et certainement Emmanuel. Il y avait les métiers, c'est-à-dire l'ingénierie, les détenteurs du savoir que je présentais un peu tout à l'heure, ceux qui savent tout et qui ont joué le jeu. Et puis troisièmement, il y avait les gens du terrain. Il y avait pour ce sprint-là, les gens des chantiers, des bases arrières et des infrapôles qui les exploitent. Et donc c'est bien parce que les hommes se sont fait converger leurs besoins et leurs réponses que ça a marché. Et côté industriel, la même chose. Des industriels qui ont accepté de se confronter, comme le disait très justement Nicolas, qui ont accepté éventuellement de rencontrer des difficultés et de les résoudre. Donc sans les rapports humains entre tous ces acteurs, ça n'aurait jamais été possible. Et tout le monde est d'accord pour dire que sans le Royal Open Lab, une solution comme celle-là n'aurait jamais été développée en 4 mois, enfin en 2 sprints de 4 mois, une base sur l'assiottage, je crois, une sur Coutra. On aurait mis plusieurs années. Soyons clairs, plusieurs années. Voilà. Donc merci et bravo. Merci à tous. Je vous invite à vous rapprocher et éventuellement à nous solliciter pour avoir plus d'informations techniques. Encore merci. Merci. Ouais. Super. Ah, c'est chouette. Allez, bonne visite. Ouais, merci. Allez, non.
comme j'expliquais, on a développé donc différents outils à partir de produits de sécurité Bosco. Donc, nous, on a l'idée d'interface qui permet de rendre connecté. Ça, c'est un plan de voie, c'est ce qui va parler de l'intérêt.